La neige tombait silencieusement sur les vitres immaculées du manoir, étouffant le monde extérieur dans un silence presque religieux. À l'intérieur, tout était parfaitement ordonné, chaque lumière, chaque flamme, chaque détail, sauf l'homme assis seul devant la grande baille vitrée. Le CIO, Adrien Morel. L'homme que tout Paris craignait et respectait. Roi des affaires. Prisonnier de ses propres murs. Il fixait le verre de vin entre ses doigts comme s'il cherchait au fond du liquide rouge une réponse, ou peut-être, un souvenir. Encore un Noël. Encore seul. Il avait renvoyé son personnel pour la soirée, refusé les invitations, ignoré les messages. Il disait que le travail n'attendait pas. Mais ce soir, le silence pesait plus lourd que n'importe quel contrat. Une rafale de vent fit grincer la grande porte d'entrée. Adrien releva la tête, surpris. Puis, 3 coups. Sec. Hésitant. On ne venait jamais ici sans invitation. Il se leva lentement, posa le verre, traversa le grand hall où les portraits de famille semblaient le suivre du regard. Il ouvrit. Devant lui, une femme trempée par la neige, serrant la main d'une petite fille emmitouflée dans un manteau trop grand. Je suis désolée, dit-elle d'une voix tremblante. Notre voiture est tombée en panne plus bas, et il n'y a pas de réseau. On a vu la lumière? Adrien resta immobile. Une étrangère. Une enfant. Le genre d'imprévu qu'il détestait. Mais dans les yeux de la fillette, une peur pure, glaciale, quelque chose se fissura en lui. Entrez, dit-il simplement. La chaleur du salon les enveloppa aussitôt. L'enfant s'approcha du feu, tendant les mains, fasciné. La femme, encore hésitante, murmura. « Merci, monsieur. Je m'appelle Élodie. Et voici ma fille, Ohé. » Adrien hocha la tête sans un mot, observant leurs vêtements modestes, les traces de fatigue sur leurs visages. Ce n'était pas la première fois qu'il croisait la détresse, mais c'était la première fois qu'il la laissait entrer chez lui. Quelques minutes plus tard, il leur servait du chocolat chaud, un geste qu'il ne se souvenait plus avoir fait pour qui que ce soit depuis des années. Ohé, les yeux pétillants, observait la grande cheminée. « Vous avez un sapin énorme !» s'exclama-t-elle. Adrien esquissa un sourire discret. « Oui. Mais il ne sert à rien. Je ne reçois jamais de cadeaux. » L'enfant le regarda, sincèrement surprise. « Même le Père Noël ne vient pas ici ?» Le silence tomba à nouveau. Élodie fronça les sourcils, gênée. Mais Adrien répondit doucement. « Non. Il a dû m'oublier il y a longtemps. » Une ombre passa dans ses yeux, celle d'un passé qu'il taisait depuis trop d'hiver. Élodie le sentit, mais ne dit rien. Elle se contenta d'un léger sourire, un de ceux qui réchauffent plus que la cheminée. Ils parlèrent un peu. De la route, du froid, du hasard. Et, sans qu'il sache pourquoi, Adrien se surprit à rire à une remarque de Zoé. Un vrai rire. Pas celui qu'il servait dans les réunions ou les dîners mondains. La nuit avançait. La neige tombait plus fort, bloquant la route. « Vous ne pourrez pas repartir ce soir, dit-il enfin. La route est impraticable. Vous resterez ici. » Élodie hésita, puis accepta, soulagée. Zoé, déjà à moitié endormie sur le canapé, serrait une petite peluche. Quand la maison s'endormit, Adrien resta seul dans le salon, à les observer de loin. Quelque chose dans cette image, une mère, une enfant, la chaleur d'un foyer réveillait en lui des souvenirs enfouis. Un rire de femme. Une voix d'enfant. Un accident. Et puis, le vide. Il ferma les yeux, pris entre douleur et nostalgie. Le feu crépitait, projetant des ombres sur les murs, comme si le passé dansait à nouveau autour de lui. Au petit matin, le manoir semblait différent. Plus vivant. Zoé courait déjà dans les couloirs, émerveillée partout. Élodie préparait du café dans la cuisine, maladroitement. Et Adrien observait en silence, perdu entre deux émotions qu'il n'avait plus ressenties, la tendresse et la peur. « Vous avez une belle maison, » dit Élodie en posant la tasse. « Elle est grande, mais vide, » répondit-il. Leurs regards se croisèrent. Elle comprit. Il portait cette solitude comme une seconde peau. Plus tard, ils sortirent voir la neige. Ohé riait, lançant des boules de neige maladroites, tandis qu'Adrien la regardait jouer, ce rire d'enfant qui résonnait contre les murs glacés de son cœur. Puis, sans prévenir, la petite s'arrêta. Son regard se posa sur quelque chose au bord du jardin. Un petit abri en bois, fermé depuis des années. « C'est quoi, là-bas » demanda-t-elle. Adrien se figea. L'abri. Il n'y allait plus jamais. Élodie remarqua son trouble. « C'est un vieux cabanon » Il détourna les yeux. « Non. C'était la chambre de ma fille. » Un silence lourd tomba. Zoé, sans comprendre, se rapprocha et glissa sa main dans celle d'Adrien. Il ne bougea pas. Ses doigts tremblaient. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais avant qu'il ne dise un mot, un bruit sec retentit derrière eux. Un claquement métallique. La porte du vieux cabanon venait de s'ouvrir toute seule. La neige s'était arrêtée. Le vent, aussi. Adrien blêmit.
Cette porte, elle était verrouillée depuis 10 ans. Et à l'intérieur, une faible lumière venait de s'allumer. Adrien bondit, le cœur battant à rompre sa poitrine. Le cri résonnait encore dans les murs du manoir, sec, désespéré, comme une déchirure dans la nuit. Il traversa le couloir à grandes enjambées, suivi d'Élodie, pâle et haletante. La porte du salon secondaire était entr'ouverte. Il la poussa brutalement. Ohé se tenait debout, tremblante, près de la grande horloge murale. Ses petits doigts pointaient vers le sol. Et là, sur le parquet, une vieille boîte à musique tournait toute seule. Le couvercle était brisé, mais la mélodie sortait, claire, lente, familière. Celle que Léa aimait. La même que la voix avait fredonné dans le cabanon. Adrien sentit le monde basculer autour de lui. Il s'agenouilla, prit la boîte entre ses mains. C'était bien celle de sa fille. Il l'avait enterrée avec elle. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Ohé sanglotait, incapable de parler. Elle était là, juste là. Et la musique a commencé toute seule. Élodie prit sa fille dans ses bras, cherchant à la calmer, mais ses propres yeux reflétaient la peur. Adrien fixait la boîte. Il la tenait fort, comme s'il craignait qu'elle disparaisse à nouveau. Puis soudain, la mélodie ralentit. Les notes se distordirent. Et une voix s'éleva, étouffée, enfantine, sortie de l'intérieur même du mécanisme. « Ne les laisse pas partir, papa. » La boîte s'arrêta net. Le silence revint. Dense. Sourd. Élodie recula d'un pas, la main sur la bouche. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Adrien leva les yeux vers elle. Son visage n'était plus seulement marqué par la peur, il y avait autre chose. Une vérité qu'il devinait. « Vous saviez » murmura-t-il. Elle ferma les yeux. « Non, pas tout. Mais je sentais quelque chose ici. Depuis qu'on est arrivé. » Ohé s'accrocha à elle, tremblant. Adrien posa la boîte sur la table, essuya les larmes sur ses joues. Il faut comprendre ce qu'elle veut. Élodie releva brusquement la tête. « Vous parlez de votre fille ?» « Oui. » Il se leva lentement, prit une profonde inspiration. « Ce n'est pas un hasard si vous êtes venu ici. Rien de tout ça ne l'est. » Il prit un manteau, alluma une lampe de poche. « Il faut retourner au cabanon. » Élodie pâlit. « Maintenant ? » « Oui. » La tempête dehors semblait s'être calmée, mais un vent soufflait dans les arbres, comme une respiration longue et lente. Ils marchèrent dans la neige, la lampe oscillant entre les ombres. Zoé, serrée contre sa mère, regardait autour d'elle avec des yeux grands ouverts. Le cabanon se dessinait dans la nuit, sombre, plus menaçant qu'avant. La porte, à demi ouverte, bougeait légèrement au rythme du vent. Adrien s'arrêta devant. « Si je vous ai fait venir ici, » murmura-t-il, « c'est peut-être qu'elle savait que je ne pouvais pas affronter ça seule. » Il poussa la porte. L'air était froid, immobile. La bougie éteinte gisait sur le sol, mais une lumière étrange, dorée et mouvante, flottait dans un coin de la pièce. Elle vibrait, comme un souffle vivant. Ohé s'accrocha au bras d'Élodie. « Maman, regarde. » La lumière se concentra peu à peu, formant une silhouette floue. Une enfant, encore. Mais cette fois, son visage était plus net. Des yeux brillants, un sourire triste. Adrien tomba à genoux. « Léa ?» La voix douce résonna dans la petite pièce. « Tu n'as pas oublié. » Les larmes d'Adrien coulèrent librement. « Jamais. » Elle le regardait, calme. « Alors pourquoi tu vis comme si tu étais mort ?» Il octa. Chaque mot le transperçait. « Parce que je n'ai pas su te protéger. » Un long silence. Puis la lumière frémissante s'adoucit. « Tu n'étais pas censé me sauver, papa. Tu étais censé continuer à aimer. » Élodie, les larmes aux yeux, tenait Zoé contre elle, incapable de détourner le regard. C'était comme assister à quelque chose de sacré. Léa tourna alors la tête vers elle. « Elles sont là pour toi. Ne laisse pas la peur les chasser. » Puis la lumière se mit à s'élever lentement, se dissolvant dans l'air froid. Une chaleur douce remplit la pièce. Et au sol, là où se trouvait l'apparition, un petit pendentif apparut. En argent, en forme de cœur. Adrien le prit dans sa main tremblante. Il se souvenait. C'était celui qu'il lui avait offert la veille de l'accident. Élodie posa doucement une main sur son épaule. « Elle veut que vous viviez, Adrien. Pas que vous surviviez. » Il ferma les yeux, serra le pendentif. Une paix étrange s'installa en lui, comme si le poids des années s'effaçait enfin. Mais au moment où ils se levèrent pour sortir, Ohé s'arrêta net. Ses yeux fixaient la neige à l'extérieur. « Maman, il y a quelqu'un là-bas. » Adrien se retourna. Une silhouette sombre se tenait à l'orée du jardin. Immobile. Trop grande pour être une illusion. Élodie blêmit. Qui est-ce ? Le vent se mit à hurler à nouveau, arrachant les branches, faisant grincer la porte du cabanon. La silhouette fit un pas en avant. Et même dans la pénombre, Adrien distingua les contours d'un visage. Celui d'un homme. Et dans sa main, un objet brillant, un ancien médaillon, identique à celui qu'il tenait.
Il sentit le sang se glacer dans ses veines. Ce visage? Il le connaissait. Non, murmura-t-il. Adrien? Qui est-ce? Il recula, blême. C'est impossible. La silhouette s'avança encore, lentement, le regard fixé sur lui. Et dans le vent, une voix grave, déformée par la distance, répondit enfin. Tu m'as oublié, frère. Adrien sentit ses jambes faiblir. Le mot frère ricocha dans sa tête comme un écho venu d'un autre monde. Impossible. Impossible. Et pourtant, cette voix. Ce timbre grave, cette intonation familière. Marc? Souffla-t-il, le souffle coupé. La silhouette approcha lentement, ses pas creusant la neige avec une régularité presque mécanique. Le faisceau de la lampe tremblait dans la main d'Adrien. Il éclaire enfin le visage de l'homme. C'était bien lui. Marc Morel. Son frère cadet. Mort il y a 8 ans. Ou du moins, il aurait dû l'être. Élodie recula, tenant Zoé contre elle. Le vent semblait tournoyer autour d'eux, glacial, oppressant. Adrien fit un pas en avant, incapable de détourner les yeux. Ce n'est pas possible. Marc, tu es mort dans l'accident. L'homme s'arrêta à quelques mètres. Son visage était pâle, marqué, presque spectral. Mais ses yeux, eux, brûlaient d'une lueur intense, d'une colère froide. Mort? Répéta-t-il lentement. Oui, ta voiture a explosé, la police. La police a menti, Adrien. Comme toi. Adrien sentit la terre se dérober sous ses pieds. Qu'est-ce que tu racontes? Marc avança d'un pas. La neige craquait sous ses bottes. Tu crois vraiment que tout ce qui est arrivé à ta fille, à ton mariage, à notre famille, c'était un accident? Un silence de plomb s'abattit. Le vent lui-même sembla se figer. Adrien blêmit. Non, arrête. Ce n'est pas le moment pour. Tais-toi. Gronda Marc. Sa voix résonna dans le jardin, brute, cassée. Tu as tout détruit, Adrien. Tu as voulu tout contrôler, même nos vies. Et quand tout a échappé, tu as effacé la vérité. Élodie s'interposa, la voix tremblante. Monsieur, écoutez-moi, il y a une enfant ici, ne criez pas comme ça. Marc la fixa, surpris par sa présence. Puis son regard se posa sur Zoé. Il fronça les sourcils. Qui est cette gamine? Adrien s'avança, protecteur. Elle n'a rien à voir là-dedans. Mais Marc éclata d'un rire amer. Toujours à jouer le héros, hein? Toujours à sauver les autres quand tu n'as même pas su sauver les tiens. Adrien sentit la colère monter. Tu n'étais pas là. Tu ignores tout de ce que j'ai vécu. Marc s'approcha davantage, si près que leur souffle se mêlait dans l'air glacé. Oh, je sais très bien, murmura-t-il. Je sais que tu as signé ce contrat ce soir-là, celui qui devait me ruiner pour sauver ton empire. Ce n'est pas vrai. Et ta femme? Tu crois qu'elle ne l'a pas su, elle aussi? Adrien recula d'un pas, blême. Marc fit un signe de tête vers le cabanon. Tu veux vraiment connaître la vérité sur ta fille? Le silence retomba, lourd. Adrien tremblait, les poings serrés. Dis-le. Marc fit un pas de côté, désignant la petite porte en bois. Va. Regarde sous le plancher. Tu comprendras tout. Élodie tenta de retenir Adrien. Ne l'écoutez pas, c'est insensé. Mais Adrien la repoussa doucement, le regard vide. Si c'est un mensonge, je veux l'entendre de sa bouche. Il entra dans le cabanon, la lampe à la main. Marc resta dehors, immobile, une ombre figée dans la neige. Élodie et Zoé le suivirent de loin, tremblantes. À l'intérieur, Adrien s'agenouilla. Le parquet grinçait sous ses doigts. Il chercha un interstice, un espace et là, il vit, une planche légèrement soulevée. Exactement où Léa aimait s'asseoir autrefois. Il tira. Une odeur de bois ancien, de poussière et de métal monta. Et sous la planche, une boîte. Pas celle de la musique. Une autre. Il l'ouvrit. Des papiers, des photos, des lettres. Et un dossier marqué du sceau de Morel Industries. Il reconnut immédiatement son propre paraphe. Et celui de Marc. Mais quelque chose clochait. Les dates. Les signatures. Les chiffres. Élodie s'agenouilla à côté de lui. Qu'est-ce que c'est? Adrien, blême, murmura. C'est un contrat. Celui du projet Orion. Mais, ces montants n'étaient pas les bons. On m'a caché des données. Il tourna la page. Et vit une lettre manuscrite, signée d'une main féminine. Il reconnut aussitôt l'écriture de sa femme, Claire. Adrien, si tu lis ceci, c'est que la vérité est ressortie. Marc m'a tout dit. Il t'a trahi. Mais je ne peux pas le dénoncer sans détruire ta carrière. Alors je pars. Emmène-les à loin de tout ça. Pardonne-moi. Les mots s'effacèrent dans une tache d'encre. Adrien resta figé. Le monde venait de basculer à nouveau. Il se releva, le visage décomposé. C'est lui, murmura-t-il. C'est lui qui a tout déclenché. Il sortit en courant, la neige fouettant son visage. Mais dehors, Marc avait disparu.
Seules les traces de ses pas s'enfonçaient dans la neige vers la forêt. Élodie sortit à son tour, tenant Zoé par la main. Il est parti. Adrien leva la lampe, le souffle court. Non. Il nous attend. Et dans le vent, lointain, un rire rauque résonna entre les arbres. Un rire d'homme, suivi d'une voix d'enfant, presque imperceptible, qui murmura. Ne le suis pas, papa. Adrien s'immobilisa. La voix de Léa résonnait dans son esprit, claire et douce, portée par le vent comme une prière. Mais il ne pouvait plus fuir. Pas cette fois. Pas après tout ce qu'il venait de découvrir. Je dois en finir, murmura-t-il. Élodie le saisit par le bras. Non. Vous avez déjà tout perdu une fois, ne recommencez pas. Il la regarda profondément, avec cette intensité d'un homme qui comprend enfin ce qu'il doit faire. C'est justement parce que j'ai tout perdu que je dois aller jusqu'au bout. Et il s'avança dans la neige, suivant les empreintes de son frère vers la forêt. Le vent hurlait, les branches craquaient comme des os. Chaque pas semblait l'éloigner du monde réel. Derrière lui, Élodie serrait Zoé contre elle. Elle savait qu'elle ne pouvait plus le retenir. Mais la fillette murmura. Il faut l'aider, maman. Si on le laisse seul, il va disparaître comme elle. Alors Élodie prit une profonde inspiration, et suivit. La forêt s'étendait, noire et glacée. Entre les troncs, Adrien distinguait des ombres mouvantes, des reflets d'enfance, des éclats de rire, des silhouettes qu'il reconnaissait à peine. La mémoire du passé s'entremêlait à la réalité. Enfin, il le vit. Marc, debout au bord d'un ravin gelé, le dos tourné, le vent soulevant son manteau. Devant lui, une croix de bois brisée, à moitié enfouie sous la neige. Adrien s'arrêta. Pourquoi, Marc? Pourquoi avoir fait ça? Marc ne se retourna pas. Parce que j'en avais assez de vivre dans ton ombre. Tu avais tout, l'argent, la gloire, la famille. Moi, j'étais le fantôme du grand frère parfait. Tu as détruit ma vie, cria Adrien, la voix brisée. Non. Tu l'as détruit toi-même, le jour où tu as cru que tout pouvait s'acheter. Même l'amour. Adrien fit un pas. Et toi? Tu as joué avec la vie de ma fille. Marc tourna enfin la tête. Son visage était dévasté, rongé par la culpabilité. Ce n'était pas censé arriver. Je voulais te faire tomber, pas elle. La voiture, c'était pour toi, Adrien. Pas pour elle. Le silence tomba, plus cruel que tous les cris. Adrien chancela. Un instant, il crut sentir le sol s'effondrer sous ses pieds. Élodie et Zoé apparurent à l'orée du bois, épuisées, la lampe tremblotant dans l'obscurité. Zoé vit les deux hommes, et chuchota. Il ne faut pas qu'ils tombent. Adrien fit un dernier pas. Il n'y avait plus de colère, seulement la vérité, nue, insupportable. Alors porte ta faute avec moi. Marc fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu? Adrien ouvrit sa main. Le pendentif de Léa y brillait faiblement. Elle t'a déjà pardonné, Marc. Maintenant, c'est à moi. Il s'approcha lentement, jusqu'à être face à lui, au bord du vide. Le vent soufflait fort, hurlant comme un écho du passé. Adrien tendit le pendentif. Tu veux la paix? Prends-le. Mais comprends, on ne fuit pas le pardon. On le vit. Marc hésita, ses yeux emplis de larmes. Il tendit la main. Au moment où ses doigts effleurèrent le bijou, une bourrasque violente les fit vaciller. Adrien attrapa son frère in extremis, le tirant en arrière. Ils roulèrent dans la neige, haletants, trempés, vivants. Et pour la première fois depuis des années, ils se serrèrent. Pas en ennemis. En frères. Le matin se leva lentement sur la forêt. Les premiers rayons du soleil glissaient entre les branches, faisant scintiller la neige comme un champ d'étoiles. Adrien, Élodie et Zoé marchaient côte à côte, silencieux. Marc les suivait, la tête basse, son regard apaisé. Au loin, le manoir se découpait, moins froid, presque accueillant. Dans le cabanon, la bougie s'était rallumée d'elle-même. Et sur le mur, écrit en lettres de lumière, un dernier message apparaissait. Merci, papa. Maintenant, c'est à ton tour d'être heureux. Adrien s'arrêta devant la porte, un sourire fragile aux lèvres. Il leva les yeux vers le ciel et pendant un instant, il crut voir Léa courir dans la neige, riant comme avant. Puis le vent l'emporta doucement, comme un adieu. Il se tourna vers Élodie, prit sa main. Restez. Ici, avec moi. Juste ce soir. Elle hésita, puis hocha la tête. Zoé sauta de joie, courant déjà vers le feu qui brûlait dans le salon. Adrien entra, regarda autour de lui. Pour la première fois depuis 10 ans, la maison ne semblait plus vide. Elle respirait. Le soir, alors que la neige tombait à nouveau, Élodie murmura. Vous savez, on dit que certaines âmes ne partent que quand elles savent que ceux qu'elles aiment ont trouvé la paix. Adrien la regarda, ému. Alors elle peut enfin partir. Ils levèrent les yeux vers la fenêtre. Une dernière lumière traversa la pièce, douce, dorée, paisible. Et quelque part, très loin,
Une voix d'enfant chanta doucement la même mélodie qu'avant. La boîte à musique se remit à tourner toute seule, sur la table, égrenant ses notes cristallines. Adrien ferma les yeux. Un sourire sur les lèvres. Les larmes au bord du regard. Le passé venait enfin de s'éteindre. Et dans le silence du manoir, on n'entendait plus que la neige tomber. Et la promesse d'un nouveau Noël. Où personne n'attendrait plus jamais seul.